Et coucou! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui vous a, je pense, enthousiasmé puisque j'ai reçu des dizaines et des dizaines de questions. Aujourd'hui, on va parler du changement de vie radical. C'est quelque chose que j'ai fait il y a un peu plus de 2 ans. Donc je vais vous raconter mon expérience, mon histoire. Évidemment, ce que je vais dire, c'est pas une vérité absolue. C'est pas quelque chose qui peut forcément s'appliquer pour tout le monde. Donc je vais essayer toujours de raconter les choses en fonction de mon prisme à moi et de mon vécu, mon expérience, mais voilà. Mais je pense quand même que les expériences des uns peuvent des fois donner des idées, motiver, rassurer. Vous me posez très souvent des questions là-dessus et comme vous le savez, je suis tarologue, je fais des tirages. J'ai souvent des demandes de tirage pour des personnes qui souhaitent changer complètement de vie, changer de métier, changer de région, tout quitter, etc. Et du coup c'est quelque chose que j'ai fait. Donc voilà, ce sera pas un tirage, ce sera du racontage de vie. Mais voilà, j'espère que ça pourra vous parler, vous inspirer, vous donner des idées, vous aider. Voilà. Donc mini story time pour replacer juste un petit peu le contexte. Je suis normande, mais j'ai vécu 11 ans à Paris. Donc je suis allée à Paris à mes 19 ans. J'ai fait des choses très différentes. Un DUT dans la communication. Ensuite j'ai été attachée de presse dans le cinéma documentaire et les séries. Puis dans la mode, j'ai passé une licence et un master de cinéma et histoire de l'art à la Sorbonne, donc c'était un double cursus, quelque chose qui je crois n'existe plus aujourd'hui. Ça a existé très peu d'années, mais juste au moment où j'y étais. À la base, je voulais être professeure à l'université et faire une thèse en histoire de l'art. J'avais commencé un gros projet de thèse, au final je n'ai jamais été financée. Bref, ça c'est une autre histoire. Et du coup, j'avais dû me mettre à travailler dans le corps de métier, on va dire, que je connaissais, qui était la communication et les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai bossé pendant 5 ans dans une start-up à Paris et je me suis complètement cramée. Je suis arrivée, on était 7, c'était une toute petite boîte, et quand je suis partie, on était une trentaine, donc j'étais un des piliers de la boîte et une des références. J'étais au comité de direction, j'avais des parts dans l'entreprise, etc. Et je faisais l'équivalent du boulot de 3 personnes, à peu près 60 heures par semaine, donc c'était vraiment énorme. Et donc voilà, ça servira pour la suite de l'histoire. Mais à un moment, évidemment, comme on ne peut pas tenir ce rythme extrêmement longtemps, j'étais complètement vidée, complètement rincée, et j'étais en burn-in. C'est beaucoup moins connu que le burn-out. Le burn-out, c'est donc il y a le out, quand il y a quelque chose, ton mal, on va dire, qui sort, et qu'il y a, on va dire, des choses un petit peu médicales qui commencent à rentrer en compte. Par exemple, tu n'arrives pas à te lever le matin, il y a une espèce de dépression absolument énorme. C'est un truc qui se déclenche à l'intérieur et qui fait qu'on peut plus bouger. Grosso modo, le burn-out, ça peut être un petit peu ça. Et le burn-in, c'est toute la phase qui est avant le burn-out. Enfin, ça peut durer plus ou moins longtemps selon les personnes. Donc moi, j'ai été en burn-in pendant des années. C'est très très long. Donc en fait, c'est le moment où à l'intérieur, c'est complètement le feu. Tu tiens sur les nerfs, t'es extrêmement mal, mais ton corps ne lâche pas. Et moi, c'était mon rêve. Je dis ça, c'est absolument horrible. Et je le pense plus aujourd'hui. Mais à l'époque, mon rêve, c'était de faire un burn-out, vraiment, un jour de ne pas me réveiller ou de ne pas pouvoir me lever pour aller au travail, et que médicalement, ce soit enfin accepté que je suis complètement cramée. Mais en fait, quand t'es en burn-in, tu tiens encore. Donc j'ai tenu très longtemps. J'ai jamais fait, du coup, ce fameux burn-out, mais médicalement, malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses. J'étais extrêmement malade tout le temps. Mon corps m'envoyait plein de signaux. Mes dents de sagesse qui sont sorties à 30 ans. Je faisais des œdèmes, des trucs, énormément d'allergies, j'étais très très souvent malade, etc. Donc voilà, mon histoire c'était ça, et à un moment il y a un truc qui se passe qui fait que tu te dis ok, je ne peux absolument plus continuer comme ça, je ne suis pas heureuse, et du coup c'est là que les choses changent. Je suis partie de Paris que je ne supportais plus, et je suis allée vivre à Nice, et voilà la suite avec vos questions. Alors la première question, c'était comment as-tu choisi Nice? C'était ton rêve ou le best compromis avec tes critères? Alors j'ai choisi Nice entre guillemets un petit peu par hasard. En fait j'étais allée dans le sud de la France juste une seule fois à Cannes 10 ans avant, et j'avais pas du tout aimé, et je m'étais un peu mise dans la tête que le sud de la France j'aimais pas trop. Et en fait un jour, alors c'était pendant le premier été du confinement,
Avec Walid, on voulait se faire des petites vacances, genre 4-5 jours tous les deux, en France évidemment. Et en fait, on savait pas du tout où aller. Je suis allée sur le site de la SNCF, j'ai pris le premier truc que j'ai vu, c'était Nice. Je me suis dit, oh allez, j'aimais pas Cannes, mais ça se trouve Nice c'est différent et c'est sympa. Du coup, c'était vraiment un gros hasard. J'ai réservé les billets 4 jours avant qu'on parte. Et on est parti à Nice. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur mais énorme pour cette ville. Je me suis dit non mais en fait c'est comme l'Italie mais en France, et je suis extrêmement fan de l'Italie. Si vous avez vu mon vlog sur Venise, vous avez vu que j'étais allée déjà 5 fois à Venise, mais je suis allée 4 fois à Rome, je suis allée à Milan, à Florence, etc. Enfin, donc l'Italie en France, absolument incroyable, il y a des palmiers, etc. C'est magnifique. Et quand nos 4-5 jours de vacances se sont achevés, j'avais envie de pleurer en prenant le train, j'étais dégoûtée et je voulais vivre ici absolument. Donc c'était ni un rêve parce que je savais pas que j'aimais, c'était plus un coup de cœur comme ça immédiat, et il n'y avait pas d'histoire de compromis non plus puisque c'était pas du tout réfléchi. Walid lui il a bien aimé mais sans plus, donc disons qu'il m'a juste suivi parce que c'est le mec le plus gentil du monde. Presque 2 ans et demi après, je suis toujours aussi fan de cette ville, donc voilà, c'était ni un rêve ni un compromis mais un coup de cœur pas du tout réfléchi. Ensuite, est-ce que l'un de vous avait une offre d'emploi ou c'était sur un coup de tête? Donc on va plutôt parler de coup de tête. On était tous les deux en CDI à Paris et en fait j'étais tellement mal au bureau que je leur avais dit soit je pars, enfin soit je quitte la boîte, soit je veux bien rester mais alors en 100% télétravail depuis Nice puisque je veux déménager. Donc je leur ai dit ça. Et il s'avère que j'avais quand même un très gros rôle dans la boîte, je faisais énormément de choses et ils avaient aussi bien vu que j'étais encore plus bosseuse et presque plus efficace quand j'étais en télétravail, donc ils ont accepté. Voilà, ils voulaient vraiment pas me perdre, je pense, à cette époque. Ils m'ont juste signé un papier, en fait, une attestation de télétravail que j'ai pu mettre dans le dossier de location avec mon contrat, en fait. Et voilà, et Walid a demandé la même chose en fait et on lui a accordé aussi, c'est allé très très vite. Petite question technique, qu'as-tu mis en place pour trouver un logement en changeant de région sans forcément être muté? Alors effectivement c'est pas forcément un truc qui paraît super évident, surtout quand c'est une grande distance. Alors faut savoir que j'ai énormément déménagé dans ma vie, donc je suis très rodée sur les déménagements, les recherches d'appart, les dossiers, etc. J'en ai fait 14 000 dans ma vie. Du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis un peu renseignée sur les quartiers de Nice, mais j'avais vraiment flashé sur le vieux Nice, c'était là où je me sentais bien, donc j'ai focalisé surtout mes recherches sur ce quartier et je me suis inscrite tout simplement en mettant des alertes sur se loger, tous les trucs voilà, de PAP, tous les trucs de recherche d'appart avec nos critères. J'ai bien sûr ensuite mis de côté les annonces qui nous plaisaient à tous les deux et qui étaient cool, je les partageais à Walid et j'appelais les agences et pour les visites du coup je leur disais alors par contre je suis à Paris donc je viendrai faire des visites à Nice, mais en fait il fallait que je coïncide toutes les différentes visites d'appart avec les différentes agences dans une seule journée. Et donc voilà, et j'ai booké une nuit d'hôtel et des billets de train et on s'est fait une journée de visite d'appart à Nice tous les deux et on a fait les dossiers pour postuler aux apparts dans le train de retour à Paris. C'était un truc de malade cette journée, on était vraiment crevés à la fin, mais voilà, donc j'avais réussi à condenser en une journée toutes nos visites et c'était rapide et efficace. Et au final après c'est un truc classique. T'envoies ton dossier, ils te répondent, ils te disent que c'est bon et là ça lance tout le truc et puis ensuite c'est un déménagement classique. Tu fais tes cartons pareil, sauf que t'appelles un déménageur avec son camion qui va faire le trajet. Et je me suis pas cassé la tête, j'ai juste pris un mec qui m'avait déjà fait un déménagement dans Paris et qui a accepté de faire Paris-Nice et voilà, il est passé chez moi, il a pris mes affaires, il est passé chez Walid, il a pris ses affaires et ensuite il a roulé vers Nice et avec Walid on a fait nos remises de clés avec Céleste dans son petit sac et ensuite on a pris le train et on a retrouvé le mec à Nice et voilà, ça s'est passé comme ça. Donc c'était une regard mais c'est pas infaisable quoi.
Alors ça c'était les côtés un peu environnement on va dire, mais sinon le vif du sujet, le travail, puisque évidemment c'est un truc à prendre en compte. Comment as-tu fait la transition entre ton ancien métier et ton métier actuel? Donc je ne fais pas la même chose. Avant je bossais plus dans le marketing, la pub, mais ce qu'il y a en commun bien sûr c'est les réseaux sociaux. À la fin de mon ancien taf j'étais directrice éditoriale et directrice des réseaux sociaux, donc forcément quand tu connais les réseaux sociaux et comment ça marche, pour ta propre com, bah, c'est très utile. Voilà, donc c'était pas vraiment la question. Mais comment as-tu fait la transition? Alors j'ai bossé, je crois, 6 mois à distance depuis Nice, donc qui était le truc prévu, sachant que dans ces 6 mois, il y avait les 3 mois de préavis. Donc en fait, j'ai tenu 3 mois en étant à Nice, mais j'étais toujours aussi mal en fait. Le changement de cadre n'avait pas suffi à faire que j'aille bien. Évidemment, le problème c'était mon travail, c'était pas tant Paris, même si Paris ça en rajoutait, on va dire. Mais du coup, voilà, j'ai tenu 3 mois et puis au bout de 3 mois, j'ai dit en fait ça va pas mieux. Donc le problème c'est vraiment ce travail et il faut que j'arrête. Ce qui se passe, c'est que en fait, bah, je tirais les cartes déjà quand j'étais à Paris, sauf que je le faisais gratos sur ma page Facebook. Qui ne vit plus du tout aujourd'hui, mais voilà, je sais que parmi vous, il y en a certaines qui sont des OG et qui étaient là à l'époque où je faisais les énergies de la semaine gratuites tous les dimanches sur Facebook, c'était un vrai truc, mais maintenant c'est fini. Mais du coup, voilà, je faisais, on va dire, le dimanche, des tirages gratos comme ça aux gens, je tirais les cartes pour mes amis, ma mère, etc. Et donc voilà, et au fur et à mesure, on m'en a demandé, j'ai commencé un petit peu à faire payer vraiment pas très cher des tirages, mais ça je le faisais on va dire à côté, comme ça en perso pendant que je bossais, je faisais ça le week-end quoi. Et en fait quand j'ai quitté mon travail, donc ça si vous n'avez pas l'histoire, il faut regarder ma vidéo précédente qui s'appelle Une carte de tarot a changé ma vie, puisque je le raconte un peu plus en détail là-dedans. Mais en arrêtant mon travail, je m'étais dit je fais 3 mois de pause pour me remettre un petit peu émotionnellement et ensuite je recherche du travail dans le même domaine. Donc j'avais regardé à Nice les agences de communication, les boîtes, je m'étais inscrite, voilà, enfin vraiment je pensais re-signer un CDI et rebosser dans la com, mais juste dans une boîte un peu moins toxique on va dire. Et donc voilà, sauf que finalement j'ai eu une opportunité d'aller tirer les cartes à un festival, ça a bien marché, j'ai gagné quelques sous comme ça et du coup il fallait que je me déclare pour continuer à faire des événements et on me proposait des événements à Nice, etc. Du coup je me suis mis un statut auto-entrepreneur pour pouvoir faire ces événements parce que ça me faisait kiffer et que ça me faisait envie. Et au final, j'avais de plus en plus de demandes de tirage, des gens qui étaient prêts à me payer, je faisais pas cher au début pour me lancer, mais finalement en fait ça s'est fait vraiment tout seul et petit à petit comme ça. Donc voilà, la transition c'était ça. Finalement il n'y a jamais eu de coupure dans le fait que je fasse des tirages, c'est juste que le rythme s'est intensifié et que j'ai du coup j'ai déclaré quand c'était vraiment payé, etc. Donc voilà, ça s'est fait vraiment de façon super smooth quoi, on va dire. Cette tasse moumine est vraiment trop mignonne. On m'a demandé comment changer de métier sans reprendre d'études. Je peux parler que pour moi. Malheureusement, il y a des métiers qui nécessitent pas d'études. On va dire les métiers pas réglementés. C'est comme ça qu'elle s'appelle le site de l'URSSAF. Et voilà, tous les trucs de soins, un petit peu de care comme ça, de voyance, toutes ces choses-là. Voilà, il y a beaucoup de métiers comme ça. Pour lesquels il n'existe pas franchement de diplôme ou d'études, ça c'est déjà un truc. Sinon, ça peut être partir d'études que tu as faites avant et de spécialiser en faisant pas des études mais juste une formation qui peut être courte par exemple pour te spécialiser dans un autre truc et du coup en combinant tes premières études et cette nouvelle spécificité tu peux aller dans une branche de métier où tu n'avais pas encore travaillé ou alors inventer ton propre métier aussi, ça c'est un truc qui est possible. Donc voilà, je dirais ça. On a forcément quand on a travaillé acquis des compétences qui n'ont peut-être même pas été apprises lors d'études, je sais pas, la gestion de tel truc, etc. Et donc ça peut être bien de faire des fois un bilan de compétences ou de faire son ikigai aussi, je sais pas si vous connaissez, c'est un truc japonais comme ça. Ça peut être assez intéressant de creuser de ce côté-là aussi pour se découvrir et voir ce dans quoi on serait bon, ce qui nous correspondrait, etc. Donc à voir. Alors ensuite, une question très intéressante, comment s'affranchir de la contrainte financière? Elle est aussi intéressante que épineuse et personnelle.
puisque déjà on a tous et toutes une relation à l'argent très très différente. Je vais parler juste en mon nom et comment moi je me suis affranchie entre guillemets de ça. Honnêtement pour moi c'était extrêmement facile, donc je sais pas si c'est vraiment un exemple, mais du coup j'ai fait une rupture conventionnelle parce que il y avait souffrance au travail. Dans un moment un petit peu de règlement de compte pas très sain, etc. On m'a un peu proposé une rupture conventionnelle avec un genre de chantage, etc. Donc j'ai un peu sauté dessus et je l'ai prise quoi. Donc voilà, donc la rupture conventionnelle effectivement c'est quelque chose. On a tant de Pôle emploi chaque mois et ça peut être une bonne aide on va dire. Donc il y a ça. Après, personnellement, il y a aussi le fait que j'avais un salaire à Paris qui était pas dégueu, on va dire. Et surtout, comme je passais ma vie vraiment à bosser, je n'avais absolument pas le temps ou le loisir de le dépenser. Donc en fait, j'ai mis beaucoup d'argent de côté. Comme je bossais aussi comme une grosse maboule et que j'étais au comité de direction, et que j'avais des parts dans l'entreprise quand je suis partie, j'ai récupéré mes parts dans l'entreprise. C'était pas un truc mirobolant non plus, mais c'était aussi des trucs que j'ai mis de côté. Donc en fait, je suis sortie de ce taf avec Pôle emploi qui allait me verser tant par mois pendant 2 ans, qui était, on va dire pas, c'était pas une fortune non plus, mais bon, j'allais pas être dans la merde spécialement. J'avais quand même pas mal de sous de côté et je suis avec Walid qui travaille et tout, donc au pire du pire du pire. Enfin, en fait, l'argent, ça a vraiment jamais été une préoccupation ou un souci, vraiment un gros frein pour moi, sachant que évidemment autre chose à prendre en compte qui est très important, c'est que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas acheté de maison, de voiture, je n'ai pas payé des études, enfin j'ai pas un emprunt à rembourser, etc. Donc forcément ça joue aussi. Jamais je ne me permettrai de donner des conseils sur cette question là à des gens qui ne sont pas dans la même situation que moi, puisque bah voilà. Donc ouais, je pourrais pas vraiment répondre plus que ça. Après, je pense que si je n'avais pas eu ces conditions-là, peut-être que j'aurais tenté en fait de faire un petit boulot à côté. Et c'est des fois des trucs qui ressortent dans les conseils des cartes, dans les tirages à temps partiel, pour pouvoir à côté développer un petit peu son activité. Mais alors après, effectivement, oui, c'est énormément de travail, c'est énormément de temps. Du coup, prochaine question qui est un petit peu en lien, c'était comment as-tu réussi à sauter le pas de l'auto-entrepreneuriat malgré les peurs? Ben du coup, l'argent n'était pas vraiment une peur, comme je viens de le dire, donc déjà ça c'est un gros poids en moins. Moi ce qui me faisait le plus peur, c'était plutôt l'aspect paperasse. Et au final, je trouve que quand on a le statut auto-entrepreneur, c'est pas si difficile que ça. Franchement, il y a des comptes Instagram qui sont super bien faits et qui aident vraiment. Donc, par exemple, la Micro by Flo, franchement, ce mec, il aide tellement d'auto-entrepreneurs à faire des trucs. Franchement, moi, grâce à lui, je remplis les trucs d'impôts et tout sans problème. Alors que vraiment, l'administratif, j'aime pas du tout. Donc ça, c'est un truc qui me faisait peur. Et au final, je pense que c'est compliqué quand t'as une société ou des choses comme ça, mais auto-entreprise, franchement, c'est assez tranquille, ça va. Et finalement, la peur de pas y arriver, de pas savoir gérer, me faire une entre guillemets notoriété, etc. Ben, cette peur, je l'avais pas vraiment parce que au final, mon taf avant, c'était de la com et c'était des réseaux sociaux. Je sais faire normalement ces trucs-là, donc ça me... En fait, j'avais pas vraiment de peur. Je suis désolée, j'ai l'impression que ça aide pas du tout parce qu'en vrai, j'ai l'impression juste d'être à la fois une privilégiée et une tête brûlée qui s'en fout. Mais bon, au moins, je réponds sincèrement. J'espère que les prochaines réponses vont un peu plus aider que ça. Alors ensuite, combien de temps vous a pris ce changement de vie? Trop intéressante cette question. Je crois que je me la suis jamais spécialement posée. Alors, on a découvert Nice pendant ces fameux 4 jours de vacances en juillet 2020. En août, j'ai pété un câble et ma marraine m'a dit bah vas-y, va vivre là-bas, franchement si t'as envie, vas-y. Ça a commencé à me travailler. Donc entre septembre et décembre, j'y ai vraiment pensé, j'y pensais de plus en plus. Donc on va dire que la période de gestation de l'idée, elle a pris à peu près 6 mois. Enfin ouais, 5-6 mois entre juillet et décembre. Et le 27 décembre, je me rappelle très bien, puisque c'est le jour de l'anniversaire de Walid, on était dans un train pour repartir de la Normandie pour rentrer à Paris, et dans ce train j'ai eu un œdème de couinc.
je crois que ça se dit comme ça, où je me suis mise à gonfler et j'étais complètement défigurée, et en fait j'ai fait énormément d'analyses après à Paris avec plein de spécialistes, et c'était uniquement du stress à l'idée de rentrer à Paris et d'aller bosser. Donc Walid m'a vu me transformer dans le train en Elephant Man sous ses yeux le jour de son anniversaire, et en fait c'était juste le stress de rentrer à Paris et de retourner bosser. Donc là je pense qu'il s'est dit ok, ça fait 4 mois qu'elle parle d'aller vivre à Nice, je pense que effectivement là je vais dire oui. Donc ça c'était le 27 décembre. Le tout début janvier, genre le 2 ou le 3 janvier, j'en ai parlé au taf, et ils ont dit ok. Le 7 janvier, j'ai acheté les billets pour aller faire les visites. Donc ça, franchement, le fait de chercher les apparts et appeler les agences pour organiser la journée, ça m'a pris 3 jours. Et le 10 janvier, c'était notre journée à Nice où on a visité les apparts et on a emménagé le 19 février à Nice. Donc voilà, il y a eu plus ou moins un mois entre la visite des apparts et le déménagement, donc normal, hein, le délai de 1 mois. Donc voilà, 1 mois et 1 semaine après, on posait nos valises à Nice. Donc le déménagement à Nice, du coup de foudre jusqu'à l'emménagement, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, 8 mois. Donc quand même, hein. Il y a eu une période de gestation, on va dire, mais à partir du moment où le truc a été décidé, donc on va dire 1er janvier, grosso modo, 1 mois, même pas 1 mois et demi. Et ensuite, une fois arrivé à Nice, on rajoute 3 mois pour décider de quitter le taf, et ensuite on rajoute les 3 mois de période de fin de contrat, je sais plus comment ça s'appelle, et on arrive dans l'été suivant. Donc en 1 an, tout a changé. Alors quels sont les meilleurs tips pour repartir de zéro? Je dirais ne pas avoir peur, avoir confiance et croire en soi, se dire que rien n'est permanent, se préparer au fait que ça va pas forcément être facile. Je dirais quand même avoir un matelas entre guillemets financier un petit peu pour moins s'inquiéter. Donc ça c'est pas un truc qu'on peut avoir voilà comme ça facilement, mais voilà, je dirais revendre des choses, se débarrasser de choses qui nous relient au passé. Évidemment, se faire les cartes, ça c'est quelque chose qui peut bien aider aussi. C'est un vrai conseil pour moi. Être quand même assez sûr d'aller vers des choses qui nous plaisent vraiment. Ça va être des périodes extrêmement chargées, les périodes de changement, mais en fait, tu les sens pas passer quand t'as la motivation extrême de le faire. Donc si t'y crois qu'à moitié et que t'es qu'à moitié convaincu par le truc, ça peut être super dur. Je dirais que c'est ça. Donc pour résumer, se faire tirer les cartes. Je pense que ça peut être une bonne chose. Avoir un petit peu des sous de côté juste pour pas paniquer, se dire que rien n'est permanent et croire en soi, se dire qu'on va y arriver. Et puis être dans un truc qui nous motive vraiment parce qu'il va en falloir de l'énergie et de la motivation. Je dirais ça. Alors ensuite, une question qui m'a énormément plu, c'est très intéressant. Est-ce que pour toi c'était une évidence? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de grosse aura autour de l'évidence et du fait que les choses elles doivent être toujours des révélations, des coups de foudre, des trucs qui se déclenchent d'un seul coup, etc. Alors des fois il y a des évidences, mais des fois c'est pas du tout évident quoi. Et là par exemple dans cette histoire là, dans la mienne, alors Nice, je mettrai pas le mot évidence dessus, mais je dirais coup de foudre, ça c'est clair. Donc c'était un truc un peu déclic, un peu magique entre guillemets. Mais alors le reste, pas du tout. Oui, effectivement, quand tu commences à faire un œdème de coin, que coincé dans un train, et que tu te dis que tu vas peut-être mourir, ça peut te paraître évident qu'il faut que tu quittes ce boulot et cette ville, par exemple, que tu veux pas retrouver. Ça c'est clair. Alors après sur le coup le jour J j'étais pas en train de penser à ça et de me dire que c'était une évidence, mais en fait il n'y a pas un moment d'épiphanie où tu te dis waouh tout est connecté dans l'univers, je sais pas quoi, il faut absolument que je fasse ça. J'ai l'air un peu véhémente j'ai l'impression, mais pour moi le truc qui est un peu dangereux entre guillemets avec ces histoires de coups de foudre, d'évidence, de déclic, etc., c'est que ça nous place dans une position un petit peu passive de se dire bon bah j'ai pas encore eu mon déclic, j'ai pas encore eu mon évidence, mon machin, et du coup
en fait, t'as l'impression que tu dois attendre un truc exceptionnel pour te lancer et pour y aller, alors qu'en fait, le moteur c'est toi et c'est pas spécialement l'univers des signes ou des machins. Donc non, c'était pas une évidence pour moi. Si vous avez vu la vidéo Une carte de tarot a changé ma vie, vous verrez peut-être aussi que c'était pas une évidence pour moi de faire les cartes. Je pensais que j'allais rebosser dans la com et me trouver un CDI. Vraiment, c'était mon idée, c'était mon intention, quoi. Et oui, est-ce que c'était une évidence du coup qu'il y ait une personne qui me repère, qui m'appelle, qui me mette sur des événements et tout? Je sais pas, mais quand je l'ai fait, est-ce que ça m'a semblé évident qu'il fallait que je continue à tirer les cartes? Non, ça m'a pas semblé évident non plus. Je me suis juste dit, ben franchement, c'est cool, j'aime bien faire ça, donc vas-y. Pour l'instant, j'ai pas de job, j'ai pas encore cherché. De toute façon, je dois faire de la paperasse sur l'URSSAF et me mettre à mon compte. Donc écoute, tant qu'on me demande et que j'ai des clients, bah vas-y, je fais ça. Voilà. Alors je mets un petit peu dans le même registre, mais on m'a demandé comment sait-on si on est sur la bonne voie, sur le bon chemin? Est-ce que le bon chemin existe? Alors j'aime bien cette fin de question. Est-ce que le bon chemin existe? Honnêtement, je ne pense pas. C'est très à la mode en ce moment sur Instagram et dans les bouquins, etc. de parler de mission de vie, etc. Franchement, est-ce que j'y crois? Vous vous doutez bien que non. Je pense qu'il y a plusieurs chemins. Je pense qu'on change de chemin à plein d'endroits de notre vie. Surtout aujourd'hui où on n'est plus du tout dans cette période où tu restais de 35 ans dans la même boîte, etc. et que tu changeais absolument jamais de taf. Est-ce qu'il y a une bonne voie et un bon chemin? Il y a des trucs dans lesquels on est bien, on peut se dire qu'on est à la bonne place au bon moment. Je crois plutôt à ça, voilà. Parce que ta place, elle va changer en fonction de l'âge que t'as, des envies que t'as, du stade de ta vie. Si je suis sur la bonne voie ou le bon chemin, aujourd'hui, ça veut dire que je dois faire ça toute ma vie. Je sais pas si je ferai ça toute ma vie. En fait, on évolue tout le temps, donc je pense pas que le bon chemin existe. Mais comment savoir si, pour le moment, à l'instant T, on est sur la bonne voie ou le bon chemin? Je dirais, si on kiffe se lever le matin et faire ce qu'on fait, ça, je pense que c'est la vraie réponse pour moi. Et aussi si ça marche. Parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Des fois, on kiffe faire un truc et ça marche pas. Ça peut être un indice sur le fait qu'il y a des choses à faire un petit peu différemment. Ça veut pas dire qu'il faut complètement changer de A à Z tout ce que tu fais, mais qu'il y a des ajustements à faire. Je pense que quand t'es sur la bonne voie, c'est que t'as envie de te lever le matin et tu te tracasses pas parce que ce que tu fais, ça te suffit, ça marche bien et voilà. Donc je dirais ça, pour moi, si on est sur la bonne voie, c'est qu'on réunit un petit peu ces choses-là. Alors ensuite, une question très difficile qu'on me pose presque quotidiennement. Comment savoir ce qu'on veut faire? Comment se lancer? Alors comment se lancer? Je pense que j'y ai déjà un petit peu répondu dans les questions précédentes, mais comment savoir ce qu'on veut vraiment faire? C'est super dur d'y répondre pour une personne extérieure. Je reçois énormément de questions, mais vraiment toutes les semaines j'ai des personnes qui viennent me voir avec un tirage et qui me disent je veux changer de métier mais je ne sais pas quoi faire. Ça c'est le truc numéro 1 je pense, pire que les questions d'amour, d'ex, de rencontre, etc. Le premier truc pour lesquels on vient à moi, c'est ça. Des fois j'ai l'impression d'être un peu conseillère d'orientation et ça c'est super compliqué parce que je sais pas forcément en fait les trucs dans lesquels vous êtes bon, les trucs dans lesquels vous vous faites pas chier, les trucs qui vous font rêver, les trucs qui correspondent à vos études, etc. Donc encore une fois je pense faire un ikigai ça peut être pas mal. Ça va un petit peu rejoindre je pense ma réponse à la question précédente, à savoir quelles sont les activités dans lesquelles tu vois pas le temps passer, les trucs dont tu ne te lasses pas. Peut-être les choses que tu rêvais de faire quand t'étais enfant. Ça, c'est un peu un truc qui revient assez souvent. Mais c'est très rigolo. Ben du coup, petit story time, je vais raconter mon exemple avec ça. Moi, quand j'étais petite, le métier que je voulais faire, c'était égyptologue, archéologue. Je voulais lire les hiéroglyphes, je voulais faire des recherches, gratter dans le sable pour découvrir des trésors et des trucs comme ça. Ça, c'était le métier que je voulais faire, j'adorais l'histoire, etc. Donc bien sûr je n'ai pas fait ça, mais j'ai fait de l'histoire de l'art quand même. L'histoire de l'art, surtout la manière dont je le faisais, c'était de l'analyse visuelle des choses, donc décrypter les symboles, etc. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait et sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc, est-ce que ça rejoint un petit peu ces histoires de déchiffrer des hiéroglyphes et tout et des trucs anciens? Oui. Et au final, après avoir fait des études d'histoire de l'art, je suis à fond sur le tarot. Et le tarot, c'est quoi? C'est quand même comme des petits tableaux, quoi, et sur lesquels
je déchiffre aussi des choses. Alors il y a une partie où le visuel de la carte représente là, des motifs, et ça c'est des choses auxquelles je m'accroche aussi pour lire les cartes. Donc voilà, en fait ça fait un peu alambiqué, il y a eu plusieurs étapes, mais au final, est-ce que ça correspond aux rêves que j'avais quand j'étais petite? Bah ouais, un peu. Donc voilà, je trouve que c'est un bon conseil des fois pour revenir un petit peu aux sources. Alors je dis pas que c'est toujours le cas, mais ça peut des fois être des indices, et sinon voilà, les choses avec lesquelles tu vois pas le temps passer. Et même si c'est des choses qui rapportent a priori pas d'argent, des fois il y a moyen d'inventer un métier, de se creuser la tête un petit peu autour de ça, ou d'en vivre que à moitié en cumulant avec autre chose de moins intéressant, mais en fait on s'en fout parce que c'est ce qui nous amène la sécurité, etc. Donc voilà, je dirais que c'est ça ma réponse. J'ai tellement parlé, je perds mon latin. J'ai presque fini. Il me reste 2 questions. Ça va être rapide, mais y a-t-il des choses qui te manquent de Paris? Oui. Alors, je serais tentée, en premier lieu, de dire mes amis, enfin mes proches qui sont à Paris, parce que j'en ai quand même pas mal. Mais finalement, c'est pas le truc que je dirais en premier, et no offense pour mes amis, je vous adore. Mais depuis que je ne suis plus à Paris, je passe du temps vraiment plus de qualité avec mes amis quand je les vois. C'est pas juste on va boire un verre. Aujourd'hui quand je les vois, elles viennent une semaine à la maison. Et là c'est une semaine où on fait des super trucs. C'est vraiment comme une semaine de vacances quoi. Et du coup ça change vraiment, je trouve, la relation que t'as avec tes potes. Je les ai vraiment conservés, j'ai pas du tout eu de mal à garder des liens. Mais ça change la perspective des relations, et ça je trouve ça vraiment hyper cool. Donc en fait, est-ce que je regrette? Oui, des fois j'aimerais bien faire juste un dîner avec des potes qui sont là-bas, mais je dirais que c'est pas spécialement le truc le plus négatif, on va dire. Alors ce qui me manque, c'est évidemment les musées et les cinés, ça c'est sûr, même s'il y a des musées qui sont très cool à Nice, et que le ciné, en vrai je pourrais y aller, c'est juste que j'y vais pas. Mais voilà, si vous avez regardé mon vlog à Paris, l'UGC des Halles où il y a tous les films et tout, ça c'est des trucs que je kiffe. Mais le premier truc qui me manque de Paris, c'est les adresses de resto, et surtout de trucs asiatiques, même s'il y en a à Nice, que j'en ai un petit peu déniché et tout. Voilà, à Paris, il y en a vraiment à chaque coin de rue, il y a des trucs exceptionnels. Donc je dirais que c'est les adresses, les restos japonais de Paris, je dirais que c'est le truc qui me manque le plus. Et voilà, et du coup ensuite c'est les cinés et les musées. Et puis après je dirais en troisième les aéroports et le fait de pouvoir aller en Normandie facilement avec juste un train quoi. Voilà. Donc la facilité de voyage, ça c'est un truc effectivement. Est-ce que je voyagerais plus si j'étais à Paris? Peut-être. Mais d'un côté, je suis à Nice, donc est-ce que j'ai vraiment autant envie de voyager que quand j'étais à Paris? Bien sûr que non. Et enfin, la dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais après toutes ces aventures? Je trouve ça très mignon. Eh ben, je lui dirais, te décourage pas, ne te laisse pas marcher dessus, et ça va bien se finir. Je dirais un truc un peu comme ça. Et aussi, t'inquiète pas, tu vas peut-être pas être égyptologue, archéologue, mais tu vas quand même déchiffrer des sacrés trucs et ça va te faire kiffer. Voilà, je dirais ça. Et voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Je vous remercie énormément de me les avoir posées, c'était hyper intéressant. J'ai trop aimé parler de ça, j'espère que vous avez aimé l'écouter aussi. Et j'espère que j'ai pu peut-être inspirer, aider, bien conseiller certaines d'entre vous qui voudraient se lancer un petit peu là-dedans et qui se posent des questions sur le fait de changer de vie. Je vous le souhaite si vous avez envie de le faire, parce que c'est quelque chose de très stimulant et de très très cool. Et aussi qu'une fois qu'on l'a fait, et ben on n'a plus peur de le refaire. Et ça c'est un peu Walid qui me l'a enseigné. Quand je lui avais demandé ça ne te fait pas peur de partir de Paris pour recommencer ta vie ailleurs, il m'a dit mais moi je suis déjà partie de Tunisie, je suis déjà loin de mes potes et de ma famille, donc de toute façon je l'ai fait une fois, je peux le faire 2 fois. Est-ce que j'ai envie maintenant de rechanger complètement de vie de A à Z à un autre moment de ma vie? Clairement, j'ai très envie bien sûr. Donc très hâte de tout plaquer et d'aller vivre en Corée. mais voilà, en tout cas, le plus dur, comme pour tout, c'est de s'y mettre et c'est la première fois. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, inspiré, aidé, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque je sors une vidéo tous les dimanches. J'espère que je vais réussir à tenir ce rythme cet été, et à mettre un petit pouce sous cette vidéo puisque ça m'encourage beaucoup et ça me fait très plaisir. Merci encore d'avoir été là et gros bisous.